Bonsoir à tous les trois. Camille Grand, vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Et selon vous, François Hollande a changé d'avis en même temps que le Royaume-Uni d'ailleurs, car le gouvernement a une nouvelle évaluation de la menace. On détaillera ça avec vous dans un instant. À côté de vous, Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante spécialiste du monde arabe et vous pensez que les frappes aériennes contre Daesh sont insuffisantes en termes de réponse militaire et qu'il faut se concentrer sur l'origine du conflit, à savoir Bachar el-Assad. Ça fait 4 ans que ça dure, 220 000 morts au moins et des millions de réfugiés, faut-il le préciser. À côté de vous, Général Patrick Charret, bonsoir monsieur, vous êtes ancien commandant des forces aériennes stratégiques françaises, évidemment, ancien pilote de défense aérienne, et vous pensez qu'il faut frapper Daesh, mais pour vaincre Daesh, il ne faut pas seulement bombarder, il faut aussi des troupes au sol, mais pas forcément françaises, vous pensez plutôt à des troupes émiraties et d'autres pays du Golfe, éventuellement. Pourquoi pas des troupes françaises ? On sous-traite ? D'abord, je pense qu'on n'a plus beaucoup de capacités disponibles. Ouais. Avec 7000 personnes déjà engagées sur les théâtres extérieurs, vous verrez les capacités restantes de notre armée. Et je crois que l'expérience de l'Irak, l'expérience de ces théâtres très délicats, entre guillemets, a montré que je ne sais pas si notre population, si les Français sont prêts à perdre des gens. D'accord. Nadia, oui. Une question en 28 secondes et on démarre le débat. Je vous la lis. Quelle est la situation au sol ? Y a-t-il eu des avancées ou des reculs majeurs récents de Daesh en Syrie et en Irak ? Camille Grand, ces dernières semaines, l'attention s'est surtout portée sur Palmyre, qui est aux mains de Daesh. Mais comment est-ce qu'ils sont déployés aujourd'hui sur le terrain sur ces deux pays ? Alors, la situation est la suivante. Daesh contrôle un territoire qui est plutôt désertique aux confins de l'Irak et de la Syrie. Alors, si on regarde une carte, ça fait un bon tiers du territoire syrien, mais ce n'est pas la partie la plus utile du territoire syrien. L'avancée sur Palmyre a été très spectaculaire. C'est d'ailleurs probablement ce qui était recherché, c'est de prendre une cible symbolique qui permette de faire parler de Daesh par un certain nombre d'atrocités commises contre le conservateur du site, les populations locales et le site lui-même. Ce genre de victoire permet d'attirer des volontaires. C'est une manière d'attirer des volontaires et de montrer que la dynamique reste du côté de Daesh par des conquêtes territoriales plutôt symboliques qu'autre chose. Cela dit, maintenant, moi j'avais été au moment de la conquête de Palmyre, des combats également en Irak à la même époque, assez surpris par la résilience de Daesh. Un an après les frappes, on avait un État islamique qui continuait à être en mesure de monter des opérations et de monter des opérations avec succès et qui n'était pas en train de se réduire comme peau de chagrin sous les frappes aériennes. Non. Il a lâché comme du terrain. Les troupes quand même de l'organisation État islamique ont lâché du terrain en Irak en particulier et puis on l'a vu quand même avec la reprise de Kobané par les forces kurdes. Donc c'est vrai qu'on voit ces forces qui sont toujours présentes et qui se déploient et en même temps en perdant quand même du territoire, en particulier en Irak et allant en Syrie parce qu'en Syrie il n'y a personne en face et donc ça permet à cette organisation de gagner du terrain assez facilement et en ne se battant jamais. C'est frappant de voir qu'à Palmyre, il n'y a pas eu de combat pour prendre le territoire parce qu'il n'y a personne en face et l'armée de Bachar el-Assad n'a absolument pas combattu contre Daesh. La grande force aussi, c'est leur résilience. À trouver dans 80 pays du matériel ou du personnel. Donc s'ils en perdent sur le sol, ils en retrouvent. Alors, on va revenir sur Daesh, mais tout d'abord, restons sur les annonces et donc le choix de François Hollande. Et les premiers vols de reconnaissance d'aviation française, aujourd'hui au-dessus de la Syrie. On se demandait pourquoi est-ce que François Hollande avait décidé finalement que l'armée française, l'aviation française, allait frapper en Syrie. Peut-être pour battre ISIS là-bas, mais peut-être qu'il y a aussi des raisons de politique intérieure ou d'opinion publique française. Elle est curieuse, écoutez-la, c'était ce matin sur RTL, la déclaration de Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères. On l'entend. Si tous ces réfugiés et ce qu'on appelle les minorités viennent en Europe ou ailleurs, ça veut dire que Daesh a gagné la partie. La conférence que j'ouvre aujourd'hui avec mon collègue jordanien, c'est précisément pour essayer que le Moyen-Orient reste le Moyen-Orient, c'est-à-dire un pays de diversité, où il puisse y avoir aussi des chrétiens, des yézidis, etc. Bon, la diversité, c'est bien. Le Moyen-Orient doit rester au Moyen-Orient, c'est-à-dire il ne doit pas venir chez nous, Agnès Levallois. Au fond, c'est parce qu'on commence à voir les conséquences en termes de population du conflit syrien que nos gouvernants veulent montrer qu'ils s'en occupent réellement. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les réfugiés qui quittent la Syrie sont majoritairement des réfugiés qui quittent les régions sous contrôle de Bachar el-Assad et pas les régions sous contrôle de Daesh. On parle de 80% de réfugiés qui viennent des zones contrôlées par le régime et 10 à 20% des régions contrôlées par Daesh. Donc quand François Hollande dit ces réfugiés fuient Daesh... Non, c'est pas vrai. Ils fuient Daesh, mais ils fuient essentiellement et avant tout les forces de Bachar el-Assad. Donc en décidant
l'incident de cette intervention contre Daesh au moment où les réfugiés arrivent en Europe, ça crée une confusion qui, à mon avis, est très grave parce que dans les esprits, on ne sait plus où on en est. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces troupes, les réfugiés viennent des zones de Daesh, bien sûr, mais pas uniquement, et loin de là. Donc il faut rétablir aussi les choses en fonction de ça. Et on voit bien qu'effectivement, dans cet effet d'annonce hier du président Hollande, une façon de dire à la population française ou européenne, on agit, on fait quelque chose. Parce que pourquoi on parle aujourd'hui de tous ces réfugiés? Il faut voir que les réfugiés, ça fait 4 ans qu'ils quittent ce pays, mais que les capacités, si je puis dire, d'absorption des réfugiés dans les pays voisins, que ce soit la Jordanie, que ce soit le Liban ou la Turquie, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent plus accueillir personne. Donc, les réfugiés commencent à venir au-delà de cette zone qui était la zone vraiment de confrontation directe. Agnès Levallois, il est intéressant de voir que les deux pays qui vont frapper en Syrie sont d'une part le Royaume-Uni, Cameron ne voulait pas de réfugiés, et la France, l'opinion française n'en veut pas. Camille Grand. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite nuance. Ce qui m'a frappé, c'est que les deux déclarations sont simultanées. Je ne suis pas sûr qu'elles soient coordonnées. Lesquelles? François Hollande et Cameron. Cameron, qui devant la Chambre des communes avoue qu'il y a eu des frappes de drones sur des citoyens britanniques. Contre des citoyens britanniques. Et Hollande qui annonce qu'on engage des reconnaissances pour mener d'éventuelles frappes pour voir, comprendre, savoir. Voilà. Et mener d'éventuelles frappes françaises en Syrie. Donc on a un mouvement de deux pays clés de la coalition qui, au départ des frappes, avaient annoncé qu'ils ne souhaitaient pas frapper en Syrie. Et qui, de ce point de vue-là, ils se distinguaient des États-Unis qui, eux, d'emblée, l'été dernier, avaient mis la Syrie dans leur plan de frappe. Et quel est le cadre juridique de ces actions? Alors, la France, en l'occurrence, sous mandat de l'ONU, on a l'autorisation de C'est une question très compliquée. Le mandat pour les frappes en Irak, c'est une demande du gouvernement irakien. Dans le cas de frappes en Syrie, ce que dit Cameron, c'est qu'au fond, c'est un mandat quasi judiciaire. C'est-à-dire qu'il a l'autorisation du procureur général qui a été consulté du Royaume-Uni pour mener des sortes de préemptions face à des groupes terroristes. Donc on est dans un exercice qui est assez différent et qui ressort plutôt de la guerre contre le terrorisme stricto sensu que dans une logique de droit international classique. En général, il y a déjà des bombardements en Syrie de la part des Américains. Ce que la France et le Royaume-Uni cherchent, c'est à frapper les gens qui nous menacent directement. C'est-à-dire qu'on a des intérêts propres, on va frapper des stands d'entraînement, des gens qui fomentent, qui préparent des attentats contre nous. Oui. On fait notre guerre. Oui. Déjà, dans un premier temps, militairement parlant, c'est un peu surprenant d'aller attaquer Daesh en Irak. Je parle bien militairement parlant, sachant qu'à partir de la frontière, on n'a plus le droit d'intervenir. Donc vous imaginez les combattants arrivant, traversant la frontière et ensuite étant tranquilles en Syrie. C'est en Syrie qu'on prépare les attentats qui ont lieu sur le sol français. Bien sûr, c'est là où on trouve les camps d'entraînement. D'ailleurs, on l'a bien vu en discutant avec ou en attrapant les fameux terroristes du TGV, notamment, du TGV et ailleurs. C'est que c'est bien là que se situent les intérêts et les objectifs qui vont nous intéresser. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer Daesh, non. Il s'agit de frapper les gens qui spécifiquement nous menacent notre sécurité intérieure. Oui. C'est l'argument qui est avancé aujourd'hui pour développer le théâtre. Et votre point de vue d'expert, c'est un argument valide? On peut frapper spécifiquement, on peut éradiquer la menace terroriste en allant frapper là-bas? Non, on ne pourra jamais éradiquer par des frappes aériennes une menace au sol de Daesh. On va l'attritionner, c'est-à-dire on va détruire peut-être ses centres de commandement, on va peut-être détruire ses centres logistiques. Le pétrole, le fuel, il faut bien l'amener sur les combattants, les munitions. Donc on peut freiner l'avancée, on peut l'appauvrir, mais on ne pourra jamais l'éradiquer. Est-ce qu'il y a du renseignement? Est-ce qu'il y a des moyens en renseignement suffisants, justement? Alors, il y a du moyen de renseignement de la coalition, notamment mais tous les moyens américains. Français. Mais français aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que les Américains, dans la coalition, partagent le renseignement avec ceux qui sont avec eux dans la coalition. Nous partagions aujourd'hui le renseignement sur l'Irak, puisque nous étions à frapper sur l'Irak. Mais sur le théâtre syrien, la porte est fermée et l'officier français ne rentre pas. Je suis désolé, mais ce que vous dites est très embêtant. Ça fait des mois et des mois qu'on nous parle de la menace terroriste en France, et au fond, ce que vous expliquez, c'est que nous étions plus ou moins aveugles quand il se fomenter. Moi, je vous parle du renseignement militaire, sur des objectifs et tout. Il y a d'autres renseignements à travers les satellites qui, eux, ont accès. Entre services, il y a des échanges entre services sur le terrorisme, bien sûr. Oui, il y a quand même Agnès Levallois, dans cette affaire, le peuple syrien, la géopolitique syrienne, ce qui va arriver, compte peu
nous sommes là-bas éventuellement pour nous protéger, nous, pas pour résoudre la question syrienne. Oui, d'ailleurs, c'est bien l'argument qui a été avancé quand on parle avec des hauts fonctionnaires aujourd'hui, c'est de dire que c'est de la légitime défense que d'aller en Syrie pour attaquer les centres de commandement de l'organisation de l'État islamique pour éviter que celle-ci envoie des terroristes sur le territoire français mener des opérations. Donc on est dans les conséquences de l'attentat de Charlie Hebdo et des différents attentats, Thalys ou autres. Et donc il y a une volonté et une nécessité pour les autorités françaises aujourd'hui de dire qu'elles prennent des moyens nécessaires pour lutter contre cette menace. Est-ce que c'est le bon moyen ? La question reste évidemment posée. Justement, Allemand, Oui. on ne serait pas menacé ou on ne serait pas submergé de migrants, on laisserait les Syriens s'entre-massacrer ? Et c'est ce qu'on fait quand C'est même ce qu'on a depuis fait 4 depuis ans, quelques honnêtement. On a bien vu depuis le début de la crise syrienne ou de la guerre en Syrie qu'on a fait beaucoup de déclarations, mais que concrètement, on n'a quand même pas fait grand-chose. Au départ, rappelons quand même que c'était un soulèvement pacifique, que l'armement est venu du côté du régime, qu'on a, nous, pays occidentaux et France en particulier, dit qu'on allait aider des groupes de l'opposition au départ qui n'étaient pas des groupes islamistes radicaux, qu'on n'a rien fait et que du coup, il y a une radicalisation qui s'est faite. Donc depuis 4 ans, on assiste, on regarde ce qui se passe, mais sans être quand même très très efficace. Camille Grand, Alors, vous vouliez rajouter quelque chose? On est dans une situation qui est très ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, Situation militairement, française, vous voulez dire. l'attitude de la Restons France sur, là-dessus. l'attitude de la C'est-à-dire que, France. militairement, tout ça fait parfaitement sens. Il y a plus de cibles en Syrie, c'est là que sont les camps d'entraînement des djihadistes. Faire des ronds dans le ciel au-dessus de l'Irak où il y a de moins de cibles, alors qu'on est engagé dans la coalition, c'est logique militairement d'étendre le champ des opérations à la partie du territoire syrien où Daesh est actif. Il y a en revanche une vraie question politique qui n'est pas résolue, qui était la question politique qui nous avait amené à prendre une attitude réservée il y a un an, en disant nous on ne va pas en Syrie parce qu'on ne veut pas même apparaître comme étant de près ou de loin connecté à Bachar el-Assad, même contre Daesh. Et là aujourd'hui il y a un changement de pied français et britannique consistant à dire on établit une priorité qui est que si notre sécurité est menacée, nous n'hésiterons pas à frapper Daesh en Syrie. Et le brouillard politique que ça peut créer dans la tête de gens sur place ou d'observateurs extérieurs, on passe un peu au second plan. Les Russes qui soutiennent Bachar el-Assad sont plus simples que nous, quoi. Les Russes qui s'apprêteraient à intervenir en Syrie, est-ce que ça change quelque chose? Les Russes sont très liés, et politiquement parlant, et sont en train d'essayer de créer une coalition. On le sait. Voudra mélanger de l'Iranien, peut-être avec du Saoudien, on n'en est peut-être pas encore là, mais pour trouver des troupes au sol, si les Occidentaux, forts de leur expérience de l'Irak ou de l'Afghanistan, vont hésiter à mettre des troupes au sol, il faudra que quelqu'un y aille. Et c'est peut-être d'ailleurs à travers cette coalition qui pourrait être fermée. Je ne vois pas aujourd'hui des pays arabes engager des troupes au sol en Syrie pour lutter contre Daesh. Agnès Levallois, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais quand même, est-ce que Poutine n'a pas raison ? Vous connaissez le mot de Roosevelt à propos d'un dictateur sud-américain ? C'est un fils de pute, mais c'est le nôtre. Après tout, si Bachar éradique Daesh. Mais Bachar n'a pas les moyens d'éradiquer Daesh, c'est ça la question. Mais même lui, même aidé, ne pourra pas lutter contre Daesh. Daesh s'installe dans des zones où il n'y a plus d'État, et Bachar el-Assad a délibérément laissé vide ces territoires parce qu'il n'a plus les moyens de les contrôler. Bachar el-Assad, aujourd'hui, il a laissé prospérer, mais surtout, il n'a pas les moyens militaires de reprendre ce territoire. Il n'a plus les hommes nécessaires. On sait que l'armée syrienne aujourd'hui est quand même dans un état d'affaiblissement considérable après 4 ans et demi de guerre, et que pour reconquérir l'ensemble du territoire, il faudrait que les Russes, si vraiment ils le voulaient, mettent un nombre de forces considérable sur le terrain. Et les Russes n'ont pas du tout envie de cela aujourd'hui. Les Russes, leur objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place une coalition, d'essayer de réunir une opposition pour présenter un plan politique. Parce que tout le monde est convaincu quand même d'une chose, il n'y aura pas de solution militaire, que ce soit pour régler la question de Bachar el-Assad ou la question de Daesh. Il faut revenir à une solution politique. Alors, on évoque la guerre chirurgicale, des frappes effectuées par des drones. Tout ceci a un coût humain, ça s'appelle les victimes collatérales, c'est-à-dire les civils, Nadia. Exactement. Et François Hollande, on l'a entendu hier, a rappelé que Bachar el-Assad, c'est celui qui a tiré sur son peuple lors des manifestations, bombardé des populations civiles. C'est parfaitement vrai, mais la population civile est aussi bombardée par la coalition, ces fameuses victimes collatérales. C'est assez compliqué d'avoir un recensement exhaustif, objectif des civils qui ont été tués ni par Daesh, ni par le régime, mais par nous. Heureusement, il y a un collectif
collectif qui s'en est chargé. Il s'appelle Air Wars. Il regroupe des journalistes et des chercheurs qui documentent un à un les civils qui ont été tués par les bombardements de la coalition. Depuis le début des frappes, au moins 536 civils ont été tués par nos bombardements en Irak et en Syrie. La coalition, elle, n'a reconnu que 2 morts de civils, 2 enfants, sans compter que ces morts de civils, évidemment, c'est du pain béni pour Daesh qui s'en sert allègrement pour sa propagande. Général, est-ce que c'est naïf aujourd'hui de dire que notre priorité, ça devrait être de protéger ces civils et qu'en l'occurrence, c'est pas ce qui va se passer? Plus de frappes, c'est plus de morts de civils. Mais il faut quand même pas oublier quand même à la base, c'est qu'on tire des bombes. Et qu'une bombe, par définition, détruit. Donc, détruire des objectifs où il n'y aura pas un seul civil, par définition, Daesh, comme faisait, rappelez-vous, dans l'Afghanistan avec les talibans, on se mêle à la population. Bouclier humain, la population. Bouclier humain, rappelez-vous, Palestinien, où je mets un enfant devant moi et je traverse la route. Il faut savoir, encore une fois, le résultat attendu. Quel est l'objectif final attendu? Est-ce que c'est la destruction des combattants Daesh? Est-ce que c'est sa logistique, c'est freiner son avance? Ou est-ce que c'est son éradication? On fait la guerre quand même. Je ne connais pas aujourd'hui une guerre qui a fait 0 mort. Je crois qu'il faut vraiment, sur cette affaire, être... c'est intéressant la manière dont on mène cette guerre aérienne. En Syrie, en Irak aujourd'hui, en Libye, il y a 2-3 ans, les coalitions aériennes, ces guerres aériennes menées par l'Occident, ont fait d'immenses progrès dans justement la réduction des dommages collatéraux. Et ça va au-delà de la précision, c'est des choix de ne pas tirer s'il y a un doute sérieux sur une situation, etc. Donc ça a beaucoup évolué dans la manière de mener des campagnes aériennes. Mais ça pose quand même la question de l'efficacité, si l'objectif est de détruire Daesh. Notre chiffre du jour, c'est un chiffre tournant 30 000 comme le nombre estimé de combattants de Daesh en Syrie et en Irak. C'est 30 000 aujourd'hui, c'était 30 000 au début des frappes. D'après la coalition, d'après les alliés, 10 000 combattants auraient été tués dans les bombardements, ce qui signifierait ou bien que ce chiffre était faux, parce qu'on nous aurait menti, ou bien que 10 000 volontaires sont venus renforcer Daesh pour remplacer ceux qui étaient tombés. Est-ce que c'est un puissant fond? On n'y arrivera jamais. Alors, il y a un flux de volontaires pour Daesh, de volontaires étrangers et aussi de volontaires irakiens, un peu moins syriens. Mais beaucoup moins syriens. Mais 10 000 en un an, ça vous paraît plausible? Ça paraît plausible dans la campagne aérienne. Après, ce qui est très difficile à évaluer dans ce type de choses, c'est que la neutralisation d'une cible, d'un groupe de combattants de Daesh, on peut avoir une idée, mais je veux dire, les chiffres, moi je les prendrais avec beaucoup de précaution, à la fois sur l'évaluation du nombre de combattants de Daesh, où il y a des évaluations assez divergentes qui existent, et dans le nombre de combattants tués. Il faut conclure, Claude. Sur la question. Valeur militaire de Daesh en général, est-ce que c'est une armée coriace, solide, organisée, ou au fond une troupe qu'une véritable armée pourrait réduire pour peu qu'on en ait la volonté et les moyens? Eh bien, elle a quand même un armement. Elle a réussi à attraper de l'armement après la fuite des réguliers et tout. Donc, elle est équipée. Maintenant, c'est pas parce que vous avez un char que vous êtes bon. Il faut savoir l'utiliser et tout. Il faut en face reconnaître que l'opposition n'a pas été à la hauteur et que Daesh, donc du coup, a pu progresser. Et c'est pour ça d'ailleurs que la coalition des troupes au sol à mettre, il va falloir mettre des bons guerriers. Donc de dire Daesh, la qualité de Daesh, du combattant, est bonne. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Vous êtes le Eisenhower de cette guerre, vous mettez qui? Pardon? Vous êtes le Eisenhower de cette guerre, vous mettez qui? On est sur un théâtre bien particulier, c'est pas l'Afghanistan, les montagnes, c'est le désert. Il faut y mettre des gens locaux. C'est pour ça qu'on cherche une entente régionale dans un premier temps politique et ensuite militaire. Ce sera le mot de la fin pour ce débat et pour ce soir. Merci à tous les trois.